Salut les petits potes, aujourd'hui je vous parle d'un général russe complètement crazy qui était chef des armées blanches pendant la guerre civile de 1917 en Russie. Et ça va être un prétexte pour vous parler un peu de la révolution russe, même de la Mongolie, même du bouddhisme. Vidéo qui touche à tout, comme moi, je les touche à toutes. C'est parti, faut le savoir, ce mec il est issu d'une des 4 familles nobles allemandes de la Baltique. Est un souci pittorodien. Ougla, je suis Gaël, l'élu. C'est-à-dire une des 4 familles, les 4 de la main réunie, selon l'expression. C'est déjà pour vous donner une petite idée du niveau d'élitisme qui règne en Russie à ce moment-là, parce que ça, les pays baltes, ça fait partie de la Russie tsariste, de l'Empire russe. Mais il y a un niveau de retard conséquent. C'est-à-dire qu'au moment où on est romane, donc fin 19e siècle, en France, on a quand même une démocratie, république démocratique au suffrage universel, alors qu'en Russie, c'est encore un tsar autoritaire qui a tous les pouvoirs. Le servage, il a été aboli en genre 1861, c'est pour vous dire, alors qu'on fait plus ça depuis la Renaissance dans le reste de l'Europe. La haute vie sociale donc de l'élite, elle est encore régie par la table des Litchines. En fait, la table des Litchines, c'est un peu les galons de noblesse, quoi, avec des niveaux. Mais bref, ça, c'est le point nodal, vraiment, de la vie sociale en Russie, pour vous dire. Alors que la noblesse, ça fait un certain temps que ça n'existe plus, déjà... en France et dans d'autres pays. Et les grands nobles, globalement, ils sont tous en position super grands propriétaires exploitants agricoles, en mode de Tolstoï. En bref, la société russe, c'est un peu une société qui est en retard, on pourrait dire, par rapport aux sociétés plus modernes d'Europe occidentale. Christophe Charles, c'est un historien, il parle de discordance des temps pour caractériser le fait que les habitants d'un même espace en fait n'entrent pas dans la modernité au même moment, qu'en fait ils sont pas tous contemporains les uns des autres. Et bah on pourrait étendre cette réflexion à l'ensemble de l'Europe, aux pays, en fait aux nations, et alors on pourrait considérer que la Russie est en retard vraiment. En tout cas, je vous parlais des familles germano-russes, les 4 de la main réunie. Alors autant vous dire que ça rigole pas du tout. Eux, ils sont en Russie, puis c'est des Allemands, donc ils sont comme ça, et ils rigolent pas. En fait, la révolution, le social, le capitalisme, même le libéralisme, c'est pas pour eux du tout. Pour eux, c'est vraiment genre des blagues, quoi. Et eux, ils sont encore un peu dans un monde, on pourrait dire médiéval, c'est à l'ancienne, c'est un peu réactionnaire, vous voyez. Il faut aussi noter que son père, il était diagnostiqué fou, et que dans son enfance, Roman, donc, il s'amusait à martyriser ses camarades à l'école. Et en plus, il avait des mauvaises notes, donc c'était pas destiné à être un génie, mais plutôt un tyran. Par contre, c'était un très bon cavalier, et un très bon athlète, donc un vrai noble, quoi. Esprit sain dans un corps sain, mais esprit pas très sain. En dehors de ça, son enfance se sent pas un peu les coups. C'est juste un noble, quoi, qui grandit. Mais par contre, à 18 ans, il décide de s'engager pour la guerre russo-japonaise de 1905, donc, qui se passe de l'autre côté de la Russie. Enfin, vous imaginez bien, à côté du Japon, en Mandchourie, exactement. Donc allez regarder la vidéo d'ailleurs sur Pouilly. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce conflit, il est majeur, le conflit 1905, et je vous explique pourquoi. D'abord, ça annonce les méthodes de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire des champs de bataille ordonnés par des mitrailleuses, des tranchées, et des batailles qui se déroulent sur des espaces-temps extrêmement dilatés par rapport à ceux du 19e siècle ou même d'avant. C'est-à-dire par exemple la bataille de Mukden, je crois, elle se passe sur un front de 160 km et 3 semaines de bataille. Ce qui ressemble énormément aux batailles de la Première Guerre mondiale. Deuxième point, la guerre russo-japonaise de 1905, c'est un choc entre deux impérialismes, donc entre deux puissances industrielles qui s'affrontent, mais l'un des deux protagonistes pour la première fois est une puissance non occidentale, le Japon donc, qui d'ailleurs remporte la victoire. Et troisième point, ça illustre la seule voie de sortie en fait pour les pays non occidentaux, en dehors de la colonisation ou de la victimisation en mode un peu Chine, quoi, c'est de s'industrialiser à marche forcée contre un traditionnalisme et des élites, conservatrice, quoi. Donc c'est ce qu'a fait le Japon à partir de 1868 avec la restauration Meiji. Revenons à notre très cher Roman. Donc lui, il part du coup de Russie pour aller jusqu'en Mandchourie. Évidemment, il n'y arrive pas à temps, hein, donc c'est une longue traversée. Hein. Avant, le transsibérien, c'était un peu plus lent. Et donc, quand il arrive, la guerre est finie, mais il a quand même le temps de se rendre compte de la valeur en fait des combattants japonais, de leur courage. Je pratique les arts martiaux. Je suis arrivé à un contrôle total. Et en fait, ça constitue un peu son premier échange avec l'Extrême-Orient, ce qui va beaucoup le marquer dans la suite de sa vie, et des populations justement extrême-orientales. Finalement, il rentre en école militaire, justement en école Paul à Saint-Pétersbourg, et il sera fait officier un peu plus tard, et il sera envoyé pour du Light Baïkal. Et là, vu que c'est un maxi droitiflex, en fait, il se prend un peu d'amour pour ces peuples traditionnels qu'il rencontre, ces peuples même un peu mystiques, donc les Bouriates, les Cosaques et les Mongols. Cependant, selon un de ses supérieurs, il est, je cite, « guerrier dans l'âme et ne vivait que pour la guerre ». Déjà, ça vous donne une idée du personnage. Et là arrive la Première Guerre mondiale. Et donc, en tant qu'officier des Cosaques, les Cosaques, c'est en gros de la cavalerie légère un petit peu, des plaines donc de Sibérie. Durant la Première Guerre mondiale, vous voyez bien qu'il y a déjà un problème. Voilà, il n'est pas adapté aux nouvelles méthodes, en fait, aux nouvelles tactiques, nouvelles stratégies guerrières, ce qu'on avait vu dans la vidéo sur Marc Bloch d'ailleurs. Donc abonnez-vous.
entre autres. Parce que c'est pas l'unité, comment dire, adaptée en fait. Mais lui il en a rien à foutre vu que dans sa tête c'est un chevalier médiéval un peu déglingo. Et bah il fait quand même genre des charges quoi, vraiment contre les mitrailleuses, contre les Allemands qui eux sont adaptés à la Première Guerre mondiale. Et le Cosaque c'est une troupe qui aura 4 fois plus de blessés et de morts en moyenne que tout le reste de l'armée russe, pour vous dire un peu le niveau de déglinguitude. Et Roman lui il a été blessé 5 fois, à chaque fois il est retourné au combat quand même. Et il a reçu donc plein de décorations et tout pour son courage. Enfin, son courage c'est presque même un mec un peu super quoi, qui aime le danger pour le danger. Et ça fait penser à un certain Ernst Jünger, un peu lui aussi un droitiflex de ouf, qui bon s'est battu, enfin pareil. Puis, c'est la révolution russe les potes. Le peuple en armes finalement. Donc d'abord la révolution de février, qui renverse le tsar, puis la révolution d'octobre, donc pouvoir aux bolcheviks, en fait, aux gros cocos. Et à ce moment-là, la Russie, c'est quand même divisé. C'est-à-dire c'est comme la révolution française, il y a des partisans bien sûr du communisme, qu'on appelle les rouges, et les blancs qui sont les partisans plutôt du tsarisme. Puis il y a d'autres factions, genre les anarchistes, ou des paysans qui se retrouvent pas vraiment dans les blancs, et du coup qui forment un peu une unité séparée. Bref, c'est un peu un bordel, un bouillon. J'ai pas besoin de vous dire où se trouvait Roman, forcément ce gros réac et de ses tsaristes par essence. Et il nous dit notamment du communisme que les travailleurs sales, qui n'ont jamais eu leur propre domestique, puissent avoir leur mot à dire dans les décisions du vaste empire russe. Ce n'est pas possible, c'est une autre cuidance. En tout cas, Roman est officier dans l'armée blanche et est envoyé à l'extrême-orient quoi, pour aller fumer des populations par pack de 10 et réinstaurer le tsarisme. Et c'est à ce moment-là qu'il obtient donc le surnom de Baron Rouge, ce qui est assez ironique du coup, ou juste Baron Sanglant, ce qui est plus pragmatique et accurate en fait. Finalement, lui et Semenov, donc un autre général blanc, anti-communiste quoi, se désolidarisent du reste de l'armée. De toute façon, eux ils sont très à l'est, alors bon, ils sont genre géographiquement déconnectés des autres, et donc les armées blanches sous commandement pas très unifié justement de Kolchak se font fumer la gueule en fait par les communistes. Et en 1920, ça devient technique parce que justement le général Kolchak fait un voyage direct vers le paradis, les armées blanches désagrègent et les enfin les communistes quoi, ils poussent à l'est, ils vont choper l'Extrême-Orient, ils vont réussir à le reconquérir justement aux blancs et vont instaurer une proto-république d'Extrême-Orient qui en fait est vassalisée par la proto-URSS, c'est pas encore l'URSS mais c'est presque pareil, et par les bolcheviks. Et donc son armée, plutôt sa troupe, parce qu'en fait c'est juste 2000 cavaliers, un peu de tous les horizons, donc des Cosaques, des Mongols, des blancs, tout ça, etc., se démènent un peu pour remettre en place une proto-monarchie. Rien à foutre, je suis le roi et je t'emmerde. C'est un peu technique, et en tout cas, ils vont partir de Russie et vont s'attaquer à Ulan-Bator, qui à l'époque s'appelle Urga, c'est-à-dire aujourd'hui c'est la capitale de la Mongolie, vous voyez où ça se situe, et vont essayer de réinstaurer un régime monarchique. Donc là, on entre vraiment dans la constitution du mythe, de la légende de ce mec. Le symbole. Je vais vous en parler tout de suite, c'est parti. Ce qui est assez intéressant dans le cas de Roman, c'est la construction en fait d'un personnage, d'un chef charismatique, divinisé et mystifié un petit peu. J'ai déjà fait la typologie de chef charismatique ici, mais là ce qui est intéressant c'est vraiment les institutions construisent une caractéristique mystique, même idolâtrique en fait, de Roman von Sternberg. En tout cas, reprenons le fil de l'histoire. Les soviétiques sont pas du tout contents de l'action de Roman, et ils veulent reprendre en fait Urga, notamment à travers un communiste mongol qui s'appelle Suke-Bator. Et donc lui, il envoie des partisans contre la division d'une garde, enfin ses troupes quoi, mais le baron qui est un gros malin, et qui a un peu peur les communistes parce qu'ils sont quand même beaucoup plus puissants, beaucoup mieux armés, beaucoup plus, ils s'enfuient dans les steppes, à travers les rivières, les forêts, tout ça, enfin, ils s'enfuient dans la Mongolie, comme ça, disparaît, et on ne le retrouve plus. Il faut quand même que vous imaginiez, pour les populations locales, qu'il y a une troupe qui se balade de 2000 mecs. Pixel arrondi, 8 millions, hein, donc je peux en perdre un. Des cavaliers armés, et dont on dit qu'ils sont les ennemis quand même des communistes et tout. Enfin, ça fait peur, parce qu'on peut pas savoir où ils sont, enfin, c'est super dur à l'époque, de par les moyens d'information de savoir où ils sont. Ils se déplacent super vite, puisqu'ils sont tous en chevaux, c'est tous des Cosaques, et ils sont vraiment terrifiants, parce qu'ils peuvent frapper en fait à n'importe quel moment, n'importe où. À n'importe quel moment. Et donc c'est un peu comme une force divine qui s'applique, qui vient frapper quelqu'un un peu comme un châtiment. Le fait en fait qu'on ne puisse pas mettre la main sur lui, ou même savoir où il est, etc., ça le construit un peu comme un dieu antique. En tout cas, il y a un acteur dont je n'avais pas parlé dans cette histoire encore, ce sont les Chinois. Si nous avons affaire des Chinois de Chine, ça ne marche plus. Qui, dans ce bordel global, avait envahi la Mongolie en 1919. Alors tout le monde les déteste de toute façon, c'est un move un peu impérialiste, donc les populations mongoles les détestent, les communistes mongols détestent les Chinois, bah évidemment Roman, il déteste les Chinois. Tout le monde tape sur les Chinois. Là c'est pratique parce que ça attise les flammes un peu d'un nationalisme mongol et ça crée un ennemi
unificateur, quoi. On s'unifie contre un ennemi. Les Chinois se font virer. L'équipe d'haricots est cuite. Et là, on perd la trace de Roman parce que du coup, il a pas trop envie d'affronter les communistes, il a un peu peur. Et donc là, ils s'enfuient dans les steppes. Et donc là, la presse occidentale, parce que tout ça, c'est des événements qui sont très suivis par la presse occidentale, donc en France, etc. Elle le croit disparu. Il est rejoint par des Cosaques errants, des Russes issus des armées blanches encore, des Tibétains, des Mongoliens. On voit des tas d'autres que je n'ai pas cités. Et donc, il constitue une force en fait unificatrice, en dehors des barrières nationales de frontières, une force nationale et libératrice, d'accord, presque révolutionnaire. Finalement, il prend Ourga, et entre février et août 1921, il fume 850 personnes, donc des Chinois surtout. Ouais, raciste. Mais non, mais je vous jure que non. Le problème donc vient, c'est qu'il faut construire un État et qu'on a deux forces quand même antagoniques, donc des communistes et de l'autre côté des monarchistes en gros. Donc pour la faire rapide, Roman, qui se considère quand même un peu prince mongol, il va rétablir le Bogdo Khan sur son trône. Et le Bogdo Khan, c'est une des trois figures suprêmes en fait du lamaïsme, aux côtés donc du Dalai Lama et Tashi Lama. Et la quatrième fonction, c'est un Kagan, c'est-à-dire le Khan des Khans, c'est un peu l'empereur des Khans. En tout cas, Roman il rétablit le Bogdo Khan sur son trône, à Ourga, donc l'Andator, et lui il est fait Khan justement par ce mec. Et donc là, c'est un peu comme si le pape sacrait quelqu'un, sacrait un roi, ça confère une puissance symbolique. Et justement, à Ourga, en plus de ça, il est proche du peuple. C'est-à-dire qu'il a milité pour les habitants, il mène une vie saine, donc hygiénique, portée par des valeurs de religion évidemment, et il fait réparer la centrale électrique, il installe des lignes de téléphone, de télégraphe, il instaure les transports en commun, il crée la première monnaie nationale, il ouvre des écoles, des hôpitaux, il crée un journal, etc. En fait, il fait beaucoup pour la population de Ourga, la population locale. Et donc là aussi, une constitution d'un mythe héroïque, peu comme les révolutionnaires chez nous qui font plein de choses. Et le signe de cette proximité avec la population, c'est que le Bogdo Khan, il ne va pas trahir Roman par la suite, malgré le fait que les communistes vont se réappliquer à Ourga, etc. Il va quand même considérer qu'il est un ami du peuple et un défenseur de la Mongolie. Cet appui, c'est très important dans la construction justement de ce dieu de la guerre, selon l'expression qui lui est attribuée à Roman. Le 13e Dalai Lama, en fonction du moment, décrivait Roman comme une émanation de Mahakala, c'est-à-dire une divinité courroucée du bouddhisme tibétain. Donc il est comparé à des héros. En tant que Khan mongol, il était considéré en Mongolie justement comme une des émanations vivantes du Bouddha, celui qui représente la force matérielle et guerrière du Bouddha, selon Ossendowski. Et donc pour appuyer une dernière fois ses hauts faits militaires glorieux, il affronte donc avec ses 4000 petits potes là, parce que maintenant ils sont à 4000, 15 000 bolcheviks entraînés et équipés qui débarquent donc de Russie pour aider les communistes mongols, et en fait il remporte des victoires, malgré qu'on pourrait penser. Le problème c'est qu'il n'a pas de base arrière, ni de structuration, pas vraiment de système derrière, qui lui permettent en fait de se perpétuer, de construire une force plus stable. Et donc son combat est voué à l'échec, et c'est ce qui se passe. Il est abandonné un peu par les siens, il se fait capturer par les communistes, il aura un procès, bon un peu factice, il sera reconnu coupable de tous les griefs qu'on lui reproche, et il sera exécuté. En tout cas, il y a une dimension un peu jusqu'au boutiste, idéaliste, qui va le construire en fait en martyr un peu, et en symbole de la résistance à l'oppression communiste, vous voyez. Voilà, fin de l'épisode, bisous les zoupettes, à la semaine prochaine, 2 semaines.